Recording is on. Salut à tous, c'est Pang de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lipasco. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit débrief de la session qu'on a eue mercredi, donc il y a 2 jours, avec Ed. Et on était parti avec Lee en se disant, tiens, on va partir sur l'intuition. Parce que c'est ce qu'on vous a proposé la semaine précédente dans le podcast. Et mauvaise idée. Mauvaise idée parce qu'on est parti sur ça. Et après, il a parlé pendant 45 minutes, à peu près, ou 35 minutes. Après, on a réussi à reposer une deuxième question. Et voilà, et c'était fini. Donc, le petit problème qu'on a avec Ed, c'est que une fois qu'il est parti, il est parti. Hein. C'est assez drôle parce qu'à un moment, je vois Lee qui lève la main en mode ouais, il y a une question. Pas du tout connecté aux questions. Mais on a eu plein d'informations. Qu'est-ce qui, pour toi, là, est ressorti le plus? Qu'est-ce qui t'a le plus étonné? Moi, il y a un truc qui m'a étonné. Je pense que tu dois avoir à peu près cette notion-là. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou quelle information il a donné, t'as trouvé intéressante dans tout ce qu'il nous a donné comme flow? En fait, pour la plupart, c'était des choses que j'avais déjà entendues, mais j'étais époustouflée. On rigolait un peu avec l'idée que José, quelquefois, semblait être endormi. Et si on disait quelque chose, il dirait non, 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 je repose mes yeux, je vous écoute. Et Ed a annoncé qu'il était narcoleptique. Narcoleptique. Ouais. Et personne ne m'avait jamais dit ça. Je n'avais pas soupçonné. Justement, quand moi, je l'ai connu, et il fermait les yeux, justement, il avait plus que 80 ans et je croyais que c'était l'âge, la fatigue, etc. Mais en narcolepsie, je croyais que les gens partent vraiment dans l'inconscient, pendant que j'avais l'impression avec José qu'il était toujours connecté quand même quand il semble être... C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait que même en voiture, il y a des moments, il pouvait un peu se barrer et puis dire non, mais là, il faut que tu tournes à droite, etc. etc. Oui, voilà. Donc, il avait quand même une certaine conscience. Ouais, ça aussi, moi aussi, c'est ce qui m'a marqué. Je me suis dit, parce que tu m'avais raconté cette histoire-là. Tu m'avais dit, ouais, c'était amusant. Il y a des moments, on était pendant les sessions et puis il commençait à s'endormir. Je lui mettais un petit coup de coude et puis il se réveillait, etc., etc. Mais il partait en alpha. Non, en fait, il partait en alpha, ça c'est quasi sûr. Mais la narcolepsie était présente. Ce qui est d'ailleurs intéressant, je voulais lui poser des questions sur la narcolepsie et l'alpha, sachant que on sait très bien que c'est des tout petites phases et qui bien sûr peuvent faire tomber en sommeil profond. Hein, les narcoleptiques, c'est un peu compliqué pour eux leur quotidien. Et je m'étais dit, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce que, à ton avis, José a développé une aptitude spécifique et particulière à bien gérer l'alpha et le θ parce que justement il était narcoleptique, c'est-à-dire partir assez facilement en méditation dynamique parce que naturellement il était souvent absorbé par le sommeil, mais par cette notion d'endormissement, en tout cas d'endormissement de la partie objective pour retourner vers un monde intérieur. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un lien? C'est une question très intéressante. Justement, j'étais déjà en train de me demander, mais s'il était narcoleptique, je crois qu'il a pu quand même gérer son état de conscience pour qu'il n'était pas trop parti trop loin. Et il a pu maintenir plutôt en alpha ou même θ. Et peut-être il était toujours conscient. Un peu comme les gens qui font les longs voyages, qui font les micro-sommeils, hein, qui sont capables de juste partir pendant quelques secondes. Mais effectivement, quand José a commencé ses recherches, il a découvert justement que pouvoir maintenir alpha, donner des capacités pour mieux réussir la vie et tout ça, il a commencé à se questionner, mais est-ce que moi j'ai toujours fait ça? Et effectivement, il disait que lui, à chaque fois qu'il voulait penser, il entrait automatiquement en alpha. Alors, je me demande justement si la narcolepsie avait quelque chose à faire avec ça. Mais si oui, pourquoi il n'en a jamais parlé? Et Ed, c'est la seule personne qui l'a. Ça serait intéressant de parler à d'autres personnes qui ont connu José pour demander si eux aussi ils étaient au courant de cela. Ouais.
Et ce qui serait aussi intéressant, c'est savoir s'il y a des narcoleptiques qui ont fait le cours et qui ont Oui, trouvé que c'était facile de descendre en alpha. Toi, oui, oui. moi, je sais que j'ai une amie là qui vient d'être diagnostiquée narco il y a quelques Mhm. mois. Et Ah, c'était quelqu'un qui me disait à chaque fois l'hypnose, ça marche pas. Et en général, en conversationnel ou même en ritualisé, elle partait mais à une vitesse mais incroyable. Et ah, peut-être ah. qu'il y a un lien de cause à effet entre la narcolepsie et la capacité à rentrer en alpha, en θ assez facilement. Je ne sais pas, ça serait intéressant de savoir là, s'il y a des diplômés Silva qui sont narcoleptiques, s'ils ont eu cette sensation pendant les programmations, si à un moment donné, ils se sont dit, tiens, c'est un état que je connais déjà. Parce que c'est ça, on a le rapport à l'extérieur qui diminue, mais on a une conscience de soi. Alors après, je ne sais pas du tout à quel niveau, parce que je sais qu'il y en a qui s'endorment vraiment complètement. Ça serait intéressant de voir. Et c'est amusant parce que ça me fait rebondir sur un truc que je bosse en ce moment, qui est HypnoSleep. Donc, HypnoSleep, c'est Oui, l'hypnose pendant le sommeil. Et là, vraiment, ce coup-ci, à chaque fois, on répète aux personnes qui ne connaissent pas trop l'hypnose n'est pas dormir. Et bien là, ce coup-ci, l'hypnose, c'est dormir. Quoi. C'est une session pendant qu'on dort. Et justement, je me disais, tiens, c'est intéressant parce que le rapport au sommeil et à la transe, le rapport au sommeil et aux suggestions, c'est quelque chose qui est un vrai questionnement dans notre milieu. Savoir que José était narcoleptique, je trouve que ça fait aussi réfléchir vraiment à nouveau sur ce rapport avec le sommeil. À savoir, même si moi, assez généralement, je dis aux gens, évitez de vous endormir pendant une session d'hypnose. D'ailleurs, toi aussi, tu dis, réveillez la personne doucement, etc. Néanmoins, dans HypnoSleep, l'idée, là, il y a un spécialiste d'hypnosleep, un Irlandais. Je te passerai les cours parce que c'est assez sympa son cours, qui a énormément travaillé sur l'hypnosleep. Et derrière, il expliquait que son idée en cabinet, c'est vraiment d'entraîner les personnes à s'endormir. Puis après, à les mettre en hypnose dans l'état d'endormissement, faire le rituel de base, tu vois, faire un somnambulique, et demander avec un signal ou avec la voix s'il est bien en communication avec le subconscient pour après faire tout son travail classique de thérapie. Mais je trouve ce rapport au sommeil et là justement, Ed qui nous met ça en avant, tiens, il est dans cette démarche, quoi, et en tout cas lui il était narcoleptique, je trouve qu'il y a peut-être des liens, des réflexions à faire, peut-être à approfondir le rapport suggestion programmation, si on prend les deux mondes, hypnose et Silva, avec le sommeil, sachant que en 1-0-1, qu'est-ce qu'on bosse? Le sommeil. Il y a quand même plein de choses qui peuvent être intéressantes à revoir, mais avec un spectre différent, en se disant, OK, en admettant que ça soit une exploitation inconsciente du sommeil, de l'état de veille somnolente, on va dire, de José, qui l'a fait aller dans plein de perceptions, d'intuition, si on revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Il y a peut-être une réflexion différente à prendre aussi sur le système tel qu'il a été développé et sur les options que les diplômés Silva ou les hypnotistes pourraient avoir par rapport à l'exploitation de leur alpha ou de leur θ en fonction de tout ce travail-là. Je ne sais oui. pas ce que toi t'en penses. En fait, moi, je ne connais pas grand-chose de narcolepsie. Je connais personne qui est officiellement narcoleptique, mais j'ai toujours l'impression que ce n'était pas contrôlable, qu'on tombait dedans bouffe à des moments qui n'étaient pas prévus et on était totalement inconscient, mais là, il s'agit de tout à fait autre chose. Ouais. J'ai l'impression que José pourrait balader comme ça entre les états de conscience différentes. Et il a même pu, en rêve, il faisait beaucoup de rêves lucides, par exemple, où on est conscient dans les rêves. Donc, je crois qu'il a beaucoup expérimenté ça. Il était très doué pour cela. Ouais, en tout cas, je pense qu'il y a une porte et une réflexion vraiment entre le sommeil, l'alpha, le θ, la transe. Et justement, plus que dire que l'un et l'autre, c'est plutôt ces balades, cette capacité à aller dans du sommeil, à exploiter. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, régulièrement, la nuit, mes nuits sont souvent des demi-sommeils où je suis en train de faire plein d'analyses sur plein de choses, où je me pose plein de questions,
où il y a des moments où je dis ouais, j'aimerais bien avoir une réponse de ça, alors de manière un peu plus hypnose, tu vois, mais je suis en train de dormir et je suis en train de me faire des séances. Et il y a des moments, alors quand je m'en souviens, parce que là encore, à ce moment-là, il faut que je me réveille pour écrire, sinon je vais complètement zapper l'idée. Mais il y a des moments où vraiment je sens que je sais que je dors, mais je suis en train de travailler comme en hypnose, donc je suis, je pense, entre peut-être du θ et du delta, mais je ne peux même pas vraiment dire. Et je pense que ce travail de voyage entre les états, entre les ondes cérébrales, et d'ailleurs ce que montrait José quand il se faisait tester, montrait qu'il pouvait passer d'un bêta à un alpha, un θ assez facilement, voire très très facilement. Il y a peut-être à reprendre en compte justement sur cette fameuse zone quand Sylvain on laisse un petit peu en découverte, qui serait le delta, et le delta nous ramènerait à la notion de sommeil et une exploitation possible du sommeil, comme on peut le voir en hypnosleep, par exemple, dans la version hypnose hellmanienne. Je trouve qu'il y a là-dessus, pour moi, ça ouvre beaucoup de réflexions, le fait que justement, il ait eu cette pathologie-là. Toujours en connexion avec ça, je me rappelle, j'étais très impressionnée quand José donnait des démonstrations. Il était attaché à un électroencéphalogramme et il se relaxait. Il disait maintenant, je vais entrer en alpha. Il faisait signe. Et à ce moment-là, boum! Et puis maintenant, je vais revenir en bêta. C'était vraiment comme si bon, il n'attendait pas que la machine lui dise tu es arrivé. Il décidait j'y vais et pouf, la machine a confirmé. Oui. Ouais, donc il y a une vraie maîtrise. Tu as l'impression, toi d'ailleurs, avec les années d'expérience, que, allez, en décidant, en activant un ancrage, en faisant la technique des 3 doigts, qu'importe comment tu vas t'y prendre, qu'en un instant, tu rentres en alpha, en un instant, tu rentres en θ. Est-ce que tu as vraiment cette impression, un peu comme lui le faisait? Personnellement, moi, non, mais je crois que lui, il pourrait. Mais rappelle-toi aussi qu'il a souvent insisté sur le fait que chaque minute, il y a plusieurs microsecondes où on est en alpha. Donc, peut-être il a pu aussi se connecter avec ça très rapidement aussi, ou en profiter. J'en sais rien, hein, mais c'est clair qu'il avait vraiment un contrôle conscient du niveau où il se trouvait. Qu'on retrouve d'ailleurs chez les yogis, hein. Il y a pas mal de yogis ou de personnes méditantes, hein. Là, je généralise sous le mot yogi, mais des personnes qui font de la méditation, qui très rapidement arrivent à passer sur des états de transe assez rapides. Moi, je sais qu'avec l'auto-hypnose, j'arrive assez rapidement, même très rapidement, à arriver dans des états. Maintenant, il y a des moments où c'est pas assez stable. Tu vois, je vois que je peux descendre très vite sur un état en θ si on reprend en somnambulique pour les Hellmaniens. Et il y a des moments, je sens qu'en y allant parfois un peu vite, je maîtrise au départ, puis d'un coup, je commence à me faire embarquer par une transe un peu déséquilibrée. Et je pense que la complexité est de garder tout le temps une espèce de contrôle, en tout cas de maîtrise, d'orientation de ce qu'on est en train de faire au niveau psychique à ce moment-là. J'ai trouvé ça souvent, quelquefois, avec les inductions rapides. Hein, quand je trouve que je plonge immédiatement dedans, et tout d'un coup, il y a une partie de ma conscience qui dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et je remonte, et voilà, donc il y a ce déséquilibre. Mais ça peut être hyper rapide, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr, complètement. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Après, comme tu dis, sur les échanges sur les éléments qu'il nous a partagés, il y a beaucoup de choses, moi, que j'ai su au travers de l'autobiographie qui est très sympa. Il y a un élément, alors je voulais lui poser des questions là-dessus parce que je trouvais que c'était chouette. Dans le bouquin, il en parle aussi. C'est toute l'expérience qu'ils ont fait à l'école au Guam. Au Guam, tu sais, à Guam, ils ont fait une expérience dans une école où ils ont enseigné la méthode Silva. Et j'aurais bien aimé avoir les retours parce qu'il dit que ça a été arrêté au bout d'un moment. Mais est-ce que toi, tu as eu un petit peu écho de cette expérience-là? Est-ce que tu as eu des infos sur cette expérience? Donc, l'idée de base que vous avez lue. Je connais la sœur Naomi Curtis. Je crois qu'elle aussi, elle est décédée maintenant, mais elle était justement dans cette école à Guam, qui était une école catholique. Et la version que moi j'ai entendue, c'était pas justement quand on a mal exploité le PES,
mais que l'archevêque avait changé et quand il a entendu qu'on travaillait des trucs comme cela, il a dit non, non, on arrête ça. Mais qui sait, hein, ça commence à devenir justement des petites mythes qui circulent. Ouais, C'est difficile à distinguer maintenant. Est-ce ouais. que c'est vrai? Mais c'est vrai que pendant un moment, la méthode Silva était officiellement enseignée comme partie du syllabus dans une école catholique à Guam, qui est justement une partie des États-Unis. C'est intéressant parce que, tu vois, là-dessus, alors, je pense qu'en relisant les newsletters, on va avoir de l'info là-dessus à un moment Ouais, donné. ouais. Faudrait savoir à quelle période ça a été fait, pour qu'on le retrouve dans les newsletters. Ce serait intéressant, tu vois, qu'on envoie comme question à savoir quelle période c'était l'expérience au Guam, parce que comme ça, à mon avis, on pourrait avoir une date et après on cherchera au travers des newsletters où on aura peut-être des infos en plus. Donc, on va demander la date. Moi, je trouve ça intéressant parce que beaucoup de personnes se disent, bah, quand on étudie la méthode Silva, quand on étudie l'hypnose ou la sophro ou des systèmes de méditation, il y a souvent ce questionnement-là à se dire, mais pourquoi on ne l'enseigne pas plus aux enfants, sachant que ça leur permet de s'apaiser, etc. La semaine dernière, il y a eu un article en France comme quoi il y a une critique qui est faite de plus en plus sur l'enseignement du mindfulness dans les CM2, donc fin d'école primaire, et au début du collège en France. Il y a une critique qui est faite comme quoi c'était pas très professionnel, comme quoi ça pouvait être une manière de manipuler les enfants, comme quoi c'était plein d'éléments. Et c'est pour ça que je trouve que c'est d'autant plus intéressant de voir les expériences qui ont pu être faites depuis des dizaines d'années, sachant qu'en mindfulness, aux États-Unis, ils le testent depuis longtemps avec des ambitions spécifiques, notamment apaiser les enfants, leur permettre d'être plus concentrés, se relâcher des tensions, des peurs et des stress, etc., etc. Mais tu vois, nous, en France, on a toujours ces résistances qui peuvent s'expliquer sur des peurs de plein de choses. Mais tu vois, je pense que quand quelqu'un rentre dans les méthodes qu'on aime, Silva, hypnose, sophro, etc., méditation, il se dit tout de suite, mais pourquoi on ne l'enseigne pas aux enfants? Pourquoi on n'apprend pas un enfant, un gamin, de la PNL, tu vois, fais comme ton camarade, parle-lui au même timbre de voix, etc. Tu vois, des trucs tout bêtes, du mirroring, du pace, du lead. Et je pense que avoir des retours hyper concrets de ce type d'expérience peut nous donner une orientation à se dire si c'est une bonne chose ou une moins bonne chose, parce que après l'expérience peut nous prouver que peut-être qu'à moyen terme c'est pas génial. Aide-lui les mettre en avant le fait que à partir du moment où on arrive à se connecter en alpha et à se connecter à une intelligence supérieure, le subconscient pour les hypnotistes, hein, on peut trouver des réponses sans avoir forcément étudié, j'exagère, mais avec un minimum de connaissances, on a un savoir, entre guillemets. Toi, t'en penses quoi de tout ça, justement des méthodes Silva ou de l'hypnose, de la sophro, de la méditation pour les enfants? On sait qu'il y a la méthode Silva pour les enfants, mais de manière générale. En France, tu as raison, c'est comme si on a horriblement peur qu'on va nous faire un lavage de cerveau, etc. Mais mindfulness, en fait, c'est absolument le contraire. On dépend uniquement sur soi-même et ses propres perceptions. Et pareil, quand on accuse des choses comme la méthode Silva être un secte, des choses qui sont en fait anti-sectaires, qui enseignent aux gens à consulter leur propre intelligence et ne pas être justement victime de programmation extérieure. C'est vraiment ironique, je crois, qu'on accuse effectivement certains systèmes comme ça, quand en fait, ils protègent des gens de ces influences et ces conditionnements, si tu veux bien. Et j'aimerais revenir un petit peu à ce que tu avais dit sur les maîtres yogis. Et Ouais. effectivement, quelque chose que Ed a mentionné, que José disait souvent, c'est quand on lui a dit, est-ce que la méthode Silva ressemble à l'hypnose ou est-ce que ça ressemble au yoga? Il a toujours dit, ça ressemble aux deux, comme si un enfant ressemble à ses parents. Mais il n'est ni l'un ni l'autre, il est un individu. Donc, lui, il a justement considéré qu'il avait pris des choses en hypnose et yoga, mais il avait modifié pour que ça soit disponible vraiment pour tout le monde.
J'ai trouvé cette analogie vraiment chouette. Tu vas dire, bien sûr, la méthode Silva a ses propres fonctionnements. Moi, comme je vous disais, je le regarde d'un œil d'hypno, mais effectivement, c'est comme regarder la psychanalyse, qui est la fille de l'hypnothérapie, mais je vais le regarder avec l'œil d'un hypnotiste, je ne vais pas le regarder avec l'œil d'un psychanalyste. Donc, c'est effectivement les enfants, on peut se dire, tiens, ça ressemble à, tiens, il a des attitudes de, mais ce n'est pas. Donc, ça a une indépendance. D'ailleurs, c'était amusant. Un moment, Ed dit quand j'ai compris que José était très très bon en hypnose et que certaines des programmations étaient quand même vachement de l'hypnose, j'ai trouvé ça assez génial. Il dit bon, c'est un secret, hein, mais ah bah oui, on a bien compris que les programmations c'était quand même des grandes séances d'hypnose avec induction, suggestion, suggestion post-hypnotique et ancrage, quoi. On a tout, hein, on en a parlé suffisamment depuis maintenant, mais c'est amusant que lui, et ça, quoi, moi je trouve que c'est chouette parce que tu sens que il a quand même bien capté l'hypnose. Il utilise des sémantiques aide, il dit je ne l'ai jamais étudié. Tu l'écoutes parler, tu te dis bah tu comprends quand même beaucoup de choses de l'hypnose au travers, d'accord, du filtre de la méthode Silva, mais je trouve qu'il est hyper pertinent sur ses remarques par rapport à l'hypnose, par rapport à ce qu'il en a compris. Et quand il dit que José étant un bon hypnotiste et qu'il a compris que ça passait parce que justement, il y avait cette transe, qu'on n'appelle pas transe en Sylvain, hein, mais en alpha, plus l'état de suggestibilité, la fameuse programmation. J'ai trouvé que c'était intéressant de l'entendre lui dire ça et dire ouais, non, mais c'est un secret, quoi. Faut pas que les gens le sachent. Alors que, comme on dit depuis le début, et que tu disais toi-même, il était NGH, je crois qu'il était à la NGH, non? Il était à NGH. Non, il y a NGH. Dans son bureau, il avait justement framed en cadre son certificat de membre actuel, donc c'était à jour. Non, là, on était fiers, mais je dois dire quand même qu'au moins 20 ans après, j'ai demandé moi-même personnellement, mais José, c'est pas un peu comme hypnose ou tu n'as pas été. Non, 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 il dit, je ne pratique pas hypnose. Silva, ce n'est pas hypnose. Et puis Juan Silva, son frère, et après, quand José n'était plus là, il m'a fait un petit coup de coude et un clin d'œil. Il dit, mais tu sais bien qu'il a pratiqué hypnose, il m'a hypnotisé, il utilisait beaucoup. Et en fait, de temps en temps, dans les cours, les gens disent, mais José, montre-nous quand même une séance d'hypnose. Et normalement, il a refusé parce qu'il voulait montrer en fait que c'était quelque chose d'indépendant. Mais c'est vrai un peu parce qu'à l'époque, c'était très mal vu par le public. Très mal vu. Comme justement, sophrologie, pour moi, ça a toujours été hypnose, mais on a dû totalement changer le nom parce que les gens ne pourraient pas accepter hypnose. Voilà. Bien sûr. D'ailleurs, Juan, il l'a aidé, c'est ce qu'il disait, Ed, il l'a aidé en partie avec de l'hypnose et puis de l'autre partie avec tout le travail de ESP à ce moment-là. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je comprends qu'au bout d'un moment, tu te dises, il faut bien que je me détache de mes parents et dire, bah non, je suis pas, c'est pas de l'hypnose parce que c'est pas ma mère ou c'est pas mon père, c'est moi et c'est la méthode que j'ai créée. Donc, au bout d'un moment, ça se comprend. Et comme tu dis, la période n'était pas la même. 66, l'hypnose, c'était pas forcément vu comme aujourd'hui. Mais moi, je trouve ça assez pertinent que les anciens en aient tous conscience, en fait, de se dire, clairement, c'en était en partie. Voilà, et il y a beaucoup de bases qui sont dedans, et c'est ce que je te disais la dernière fois, où je trouve que au travers de la sémantique qu'il expose et qu'il exploite pendant les programmations, on se rend bien compte qu'il est très très bon en hypnose indirecte. Il donne beaucoup de métaphores, il fait parfois des confusions, il joue beaucoup sur des causes à effet. Il fait, pour les personnes qui ont fait la méthode Silva, si vous avez déjà fait de la PNL, vous pouvez voir qu'il utilise énormément ce qu'on appelle le Milton Model. Alors que Milton Erickson n'avait pas encore écrit ses bouquins sur ce sujet-là, je vous en avais parlé dans les premières vidéos. Donc c'est quand même un gars qui avait un gros niveau en hypnose indirecte. C'était assez chouette. Mais encore une fois aussi, mon propre cas, moi, dans l'année 95, quand Bert a commencé à enseigner un peu hypnose en France, au départ, j'ai dit non, 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 surtout pas hypnose. Alors,
j'avais déjà enseigné la méthode Silva depuis 88. Et j'ai dit non, hypnose, j'aime pas du tout l'idée, c'est manipulation. J'étais totalement ignorante et pour moi, c'était tout à fait autre chose. Et puis, quand j'ai commencé à étudier, justement, parce que j'avais confiance en Bert, c'est le petit instructeur Silva, j'ai découvert, mais c'est génial. Et en plus, c'est très complémentaire. Pour moi, il n'y avait aucun problème de pratiquer les deux. Bien sûr. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que beaucoup des diplômés Silva, après, vont faire tes cours d'hypnose. Oui, et vice-versa. Ouais, le lien, alors, toi, tu as vraiment réussi à faire ce lien-là. D'ailleurs, en parlant de Bert, il en parlait en fin de conversation. Il disait que le yogi, là, justement, on parlait du yogi que j'ai plus le nom. Yogananda. Ah ouais, exactement. Il a été professeur de Bert. Alors, Bert Goldman, on vous rappelle, il a été instructeur Silva pendant longtemps. Je crois que c'est une des premières générations d'instructeurs Silva. Il a été très proche de José Silva. C'était également un hypnotiste. Il a créé, je vous en ai déjà parlé, le quantum jumping. Il était appelé The American Monk. Donc, vous pouvez trouver toute une série qui ressemble énormément à la méthode. En fait, il réexploite la méthode Silva. C'est exactement les mêmes entrées en alpha. Et après, il l'utilise sur c'est des programmations différentes. Et franchement, moi, j'aime beaucoup ce programme-là. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est The American Monk, Bert Goldman. Et vous allez voir, si vous êtes diplômé Silva, vous allez reconnaître à 200% les programmations faites dans la méthode Silva. Et donc, ouais, il a fait du yoga et le professeur, c'était quoi? Il aide l'a rencontrer aussi ou comment ça se passait cette notion avec Non, mais il connaissait Bert et il disait que Bert avait été baptisé. Oui, c'est ça, ouais, baptisé, ouais. Il a été Yogananda. ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'il était allé aux Indes, il a étudié avec Yogananda, tout ça très jeune, avant d'avoir rencontré la méthode Silva, et beaucoup influencé par cela. Ouais, c'était vraiment intéressant. Point qui, là aussi, où je me suis dit, on en parlera nous, 97, quand il commence à dire, à ce moment-là, José a fait un cours où il a utilisé le mot, alors, je l'ai mal écrit, comment il s'est dit en anglais? En gros, un psychiste, quoi, quelqu'un qui va utiliser sa psyché. En anglais, c'est ça, mais en français, je ne sais pas comment traduire. Ça, c'est intéressant parce que nous, on utilise le mot clairvoyant et on le voit quasiment dans toutes les sémantiques, on le voit dans tous les ouvrages, il utilise clairvoyant. Puis, 97, il change de sémantique. Là aussi, je voulais l'interrompre, mais on ne pouvait pas. Je voulais voir pour lui ce qu'était la différence entre un psychiste et un clairvoyant. Même s'il dit c'est des homonymes, je ne suis pas sûr que d'un coup, on utilise ce mot-là plutôt clairvoyant. Toi, tu fais quoi comme différence entre les deux? Mais dans l'ancien texte, c'est vrai que moi j'avais toujours eu, on parle de la personne qui travaille un cas comme the psychic. Donc, il utilisait déjà le mot psychic. Mais écoute, juste, je veux dire juste entre nous, mais on a quand même un public aussi. En fait, quand Ed, justement, n'est plus partie de Silva International, il est dans c'était toute une histoire d'héritage et qu'elle devrait avoir quelque chose qui pourrait enseigner, donc il a appris, finalement, c'est une partie de la méthode. C'est l'équivalent de 303, 404 sans le laboratoire et les conseillers. Et c'était supposé être un cours uniquement pour développer psychics, donc l'intuition, clairvoyance, etc. Mais franchement, quand il dit il voulait faire quelque chose de nouveau, il n'y a rien dedans qui est nouveau. Hein. C'était juste, on avait la possibilité de l'enseigner direct sans avoir à passer à travers tout le système des 4 jours. Ouais, alors que tu vois, ce que j'ai trouvé étonnant, alors là,